j'ai réalisé mon stage professionnel au Sérum à l'Apocatière. Puis, dans le cadre de mon stage, j'ai eu la chance de travailler plus sur un des projets de Sébastien Bockel, donc un projet sur la cécile du chou-fleur dans le canola. Donc, aujourd'hui, je voudrais présenter rapidement comment on a mené le projet à l'Apocatière, puis les résultats préliminaires qu'on a jusqu'à présent. Donc, rapidement, je vais vous mettre en contexte sur ça ressemble à quoi la production des canolas, vous parler un peu du ravageur étudié, vous présenter les objectifs du dit projet, vous présenter le dispositif expérimental, comment qui a été mis en place, puis comment nous avons fait pour recueillir des informations, puis les résultats que nous avons obtenus. Bref conclusion, puis finalement, si vous avez des questions, juste les prendre en note, puis je vais vous répondre à la toute fin. Pour commencer, la production de canola au Canada, c'est 8,5 millions d'hectares, dont environ un peu plus de 16 000 au Québec. En 2021, le rendement moyen canadien est autour de 25 boisseaux à l'heure, contre quand même 41,4 boisseaux pour le canola québécois. Donc, au niveau canadien, je pense que vous vous en doutez, la production serait principalement dans l'Ouest. Et pour ce qui est du Québec, on retrouve la majorité de la production dans les régions périphériques, donc Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Abitibi-Témiscamingue. Ensuite, si on dresse un portrait de notre ravageur, donc la cicidemie chou-fleur, Cantarinia nasturtii en latin, puis Sweden Midge en anglais, c'est un ravageur qui va causer des pertes importantes dans la culture de canola. C'est un diptère de 1,2 à 2 mm de longueur qui va posséder une tête noire, de longues antennes, puis un corps de couleur brun pâle à jaune verdâtre. Au Québec, la cécile peut avoir entre 2 et 5 générations par année. Donc, en période estivale, si on commence par l'œuf, l'œuf va éclore 1 à 4 jours après la ponte. Va s'en suivre un stade lavaire de 1 à 3 semaines. Après ça, la pupe. Le stade pupe va durer pendant la saison estivale de 7 à 14 jours, mais c'est également sous cette forme que l'insecte va demeurer durant l'hiver. Ensuite, va venir les adultes qui ont une durée de vie très courte. On parle de 1 à 4 jours de vie. Donc, c'est à ce moment-là que les femelles vont pondre leurs œufs dans les points de croissance du canola. Pourquoi le lieu de ponte est important? Bien, en fait, parce que il va faire en sorte que lors de l'émergence, les larves vont se nourrir du point de croissance. Puis la salive des larves étant toxique, on va citer vraiment un dérèglement des tissus du canola. Ce qui va caractériser les dommages de ce ravageur-là, c'est vraiment croissance déraisonnée. Donc, je vais essayer de vous zoomer. Oui, vous zoomez vraiment sur les dommages. Donc, arrêt de croissance, déformation, cicatrice, carrément mort des points de croissance. Aussi, des siliques. Les siliques, au lieu d'être bien répartis tout au long de l'inflorescence, vont vraiment former ce qu'on appelle une main. Donc, rester pris tous ensemble. C'est ce qu'on appelle vraiment les dommages qui sont le plus caractéristiques de la cécile du chou-fleur. Ensuite de ça, les dommages vont vraiment dépendre du stade à quel la culture va être infectée par la cécile. Donc, plus les œufs sont pondus à un stade jeune de la culture, plus les dommages risquent d'être sévères. Suite à une infestation, dans la littérature, on mentionne que les pertes de rendement peuvent aller jusqu'à 85 %. Donc, c'est assez important. En sachant que les dommages peuvent être considérables, le présent projet, dans son ensemble, visait à évaluer l'efficacité du traitement de l'ambacielotrine en application foliaire pour réduire les dommages puis les pertes de rendement qui sont occasionnées par la cécile du chou-fleur dans le canola. Pour le volet que je me suis vraiment plus occupée spécifiquement cet été, c'était vraiment de déterminer la rentabilité du traitement contre la cécile du chou-fleur sur vraiment les rendements. Passer un peu par le traitement, en fait, dans la production de canola, il y a 4 matières actives qui sont homologuées pour la lutte chimique contre la cécile du chou-fleur. On parle le chlorantraniliprole, le cyantranilyprole,
le deltamétrine et finalement le lambda-cyhalotrine. Donc, dans l'étude, on parle vraiment du lambda-cyhalotrine, un pyréthrinoïde du groupe 3A qui va permettre la suppression des adultes par contact, donc qui a une activité qui est non systémique. Le produit qu'on a utilisé pour l'étude, ça s'appelle le Matador. Donc, pour alléger le suite de la présentation, ça se peut que vous m'entendiez plus utiliser le nom commercial du produit. Pour évaluer l'efficacité du traitement, notre dispositif expérimental se basait sur un seuil d'intervention. Au Québec, il n'existe encore aucun seuil économique d'intervention pour la cécidémie du fleur dans le canola. Le seuil d'intervention qui est actuellement le plus utilisé au Québec, c'est celui de l'Ontario, qui est 5 cécidomies piégées par piège par jour. Donc, c'est un seuil qui, oui, on l'utilise dans l'étude, mais qui est de plus en plus remis en question. Dans le fond, le réseau d'avertissement phytosanitaire dans les dernières années s'est avéré qu'on parlerait peut-être pour le Québec d'un seuil qui tourne autour de 40 cécidomies de chou-fleur par piège par jour. Mais c'est encore des résultats préliminaires, donc l'étude, on se base vraiment sur le seuil de l'Ontario qui est de 5. Donc ici, le dispositif expérimental qu'on a mis en œuvre se basait sur le seuil de l'Ontario. Donc, 3 traitements. Un témoin, donc aucune application de Matador. Le traitement numéro 2, quant à lui, c'était au cours de la saison. Lorsqu'on va dépasser la première fois le seuil, on va appliquer du Matador. Le traitement numéro 3, c'est premier dépassement du seuil durant la saison, on applique du Matador. Et si on le dépasse une deuxième fois durant la saison, il va avoir une application de Matador. Donc, 3 traitements de 3 répétitions chacun. Donc, un total de 9 parcelles est disposé en bloc aléatoire complet. Afin d'avoir notre seuil, puis d'observer les populations, on a installé 4 pièges dans la bordure. En fait, ce que vous voyez en gris, c'est également du canola. Donc, une bordure de canola autour de nos 9 parcelles de canola. Les pièges ont été suivis tout l'été. Donc, ici, les pièges ont été posés au stade cotylédon, donc BBCH 10, le 23 juin. Puis, les relevés de pièges ont été réalisés 2 fois par semaine, soit le lundi puis le jeudi de chaque semaine pendant 8 semaines consécutives. Ici, on peut voir qu'au 8e relevé, donc à la 4e semaine, les populations de cécidomies ont dépassé le seuil qu'on avait prévu, donc 5 cécidomies par piège par jour. Puis en plus, on était au stade critique, donc début floraison. Donc, il y a eu application le lendemain du relevé, donc le 22 juillet, il y a eu la première application de Matador. Vous pouvez également remarquer que le seuil n'a pas été dépassé à un autre moment durant la saison. Donc, au final, notre dispositif revenait à 3 parcelles témoins et 6 parcelles qui ont été traitées au Matador à une reprise. Donc, rapidement aussi, si on décortique les populations dans les pièges, on se rend compte que le piège 1 et 2, qui étaient à l'ouest des parcelles, a dépassé le seuil à plusieurs reprises durant la saison, mais que les pièges 3 et 4, qui étaient à l'est des parcelles, n'ont jamais dépassé le seuil de 5,6 par piège par jour. Passons maintenant aux données vraiment qui ont été relevées dans le projet au cours de la saison. Donc, en premier lieu, on voulait voir est-ce que les populations de cécidonie dans les plants ont été affectées par le traitement. Donc, dans les 24 heures précédant le traitement, puis aussi dans les 7 jours suivants, on est allé échantillonner des plants dans les parcelles. Donc, la méthode, c'était de récolter 8 plants par parcelle, plants choisis au hasard, puis on les a placés dans des pots d'émergence. Les pots d'émergence ont été suivis quotidiennement afin de dénombrer le nombre de CCDF qui émergeaient des plants. Donc, les résultats qu'on a obtenus, c'est les suivants. Donc, sur ce graphique qui représente le pourcentage de plants affectés selon le traitement et selon la période de récolte, donc avant le traitement et après le traitement, on peut voir que en fait, j'aimerais ça vous expliquer, en fait, quand on parle pourcentage de plants infectés, en fait, c'est en gros sur combien de plants, des 8 plants on a récolté, au moins une CCF a émergé, parce qu'il y a des plants qui n'ont aucune cécidomie qui a émergé
durant les 20 jours qui ont été observés. Donc, on peut voir ici qu'il n'y a aucune différence significative entre le traitement témoin et le traitement Matador. On peut tout de même observer que dans les deux cas, le pourcentage de plats infectés a diminué après le traitement. Donc, comme il y a il y a une diminution dans le témoin, il y a une diminution dans le Matador. Donc, on peut penser que la différence que l'on observe est davantage reliée à la physiologie de l'insecte qu'au traitement. Donc, en gros, il y a moins de cécidomie après qu'avant le traitement, mais l'insecticide n'y est pour rien, c'est plutôt un effet temporel qui est observé à ce moment-là. Maintenant, si on analyse le nombre moyen de cécidomie émergée des plants en fonction du traitement, puis de la période de récolte, encore une fois, mais cette fois-ci en incluant les plants non infestés. Bon, ce que je veux dire par là, je vais m'expliquer. C'est que, disons qu'on prend, je vais vous donner un exemple, une parcelle qui aurait sur les 8 plants, on a regardé les émergences, puis il y a 40 cécidomies qui ont émergé. Mais sur les 8 plants, les 40 viennent des 4 mêmes plants parce que les autres 4 plants, ils n'ont jamais eu de cécidomie, donc étaient sains. Mais en fait, cette moyenne-là, c'est la moyenne sur le nombre total de plants. Donc, si on avait 40 cécidomies d'émergés, on a divisé le 40 par les 8 plants récoltés. Donc, ici, on peut voir clairement qu'avec une valeur de P qui est inférieure à 0,05, le nombre moyen de cécidomie par plant a diminué significativement entre les parcelles traitées puis les témoins. Maintenant, si on va plutôt sur, encore une fois, le nombre moyen de cécidomie émergées par plant infesté en fonction du traitement et de la période de récolte, mais en excluant les plants non infestés. Ce que je veux dire par là, je vais reprendre mon exemple. 40 cécidomies qui ont émergé des 4 mêmes plants. Il y avait 4 plants des 8 qui étaient sains. Mais notre moyenne maintenant, elle se base sur les 4 plants infectés. Donc, 40 cécidomies sur 4 plants, ça fait maintenant une moyenne de 10 cécidomies par plant. Donc, de cette façon, on arrive à des résultats qui sont complètement différents, comme quoi, oui, il y a une différence entre avant et après traitement, mais il y a la même différence dans le témoin que dans le Matador. À ce moment-là, qu'on se demande, mais qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'on a pris les mêmes données que dans le premier, puis on arrive à un effet qui n'est pas significatif. Mais on pourrait expliquer la situation par le fait que dans le précédent graphique, la différence que l'on observe est reliée davantage à un autre élément, est reliée au fait qu'il y a eu vraiment une diminution du nombre de plants qui étaient infestés. La marge entre avant et après sur le nombre de plants infestés était beaucoup plus grande dans le Matador, ce qui a fait en sorte qu'au final, il y a eu une significativité. Désolé, c'est ça. Le pourcentage de plants infestés était beaucoup plus grand dans le Matador que dans le témoin, ce qui a permis d'avoir une significativité ici. Mais quand on ne tient pas en compte, justement, on y va vraiment sur les plants qui étaient infestés, on ne tient pas compte des plants qui étaient non infestés, on se rend compte qu'il n'y a plus de différence significative. Le traitement a permis de diminuer le nombre portant des plants avec la cécidomie, mais il n'a pas permis de diminuer le nombre de cécidomies qui émergeaient des plants infestés. Ensuite, après le traitement, mais avant la récolte, 6 plants au hasard ont été sélectionnés dans chacune des parcelles. Sur ces 6 plants-là, il y a des informations qui ont été recueillies sur la santé des racines primaires. Donc, est-ce que le racine primaire était sain ou endommagé? Puis, est-ce que les racines secondaires, le nombre de racines secondaires qui étaient sains, puis le nombre de racines secondaires qui étaient endommagées. Donc, les résultats étaient les suivants. On a fait, comme je vous l'ai dit au début, on a fait 2 évaluations. La première a été réalisée 5 jours après le traitement. Donc, dans la première évaluation, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence significative en ce qui a trait à la santé des racines primaires et à la santé des racines secondaires. Ce qui est en ça normal que l'on observe qu'il n'y ait pas de différence, étant donné que le traitement vient tout juste d'être effectué, c'est normal qu'on ne voit pas tout de suite l'effet du traitement. C'est pour ça qu'on est retourné 49 jours plus tard, au stade BBCH 80-83. Donc, on a refait exactement la même évaluation,
Mais encore une fois, en arrivant aux mêmes conclusions, le traitement n'a pas d'effet significatif autant sur les racèmes secondaires que sur les racèmes primaires. Je vais quand même mentionner avec prudence quand même qu'il y a quand même une certaine tendance qui peut être observée dans la santé des racèmes secondaires parce que lors de la première évaluation, la différence entre le témoin et le traité au niveau des racèmes secondaires, la différence était d'environ 3 %. Quand on regarde après traitement, la différence tourne plutôt autour de 20 %. Donc, il y a une certaine tendance à avoir des racèmes secondaires plus sains, mais encore là, selon les statistiques, c'est pas significatif. Donc, je suis déjà rendue à la conclusion. Donc, pour conclure, on peut dire qu'un traitement au Matador n'a pas permis de réduire significativement le nombre de plants infestés par la cécidomie, que le nombre moyen de cécidomie qui va émerger des plants n'est pas significativement différent entre les parcelles qui ont été traitées et les parcelles qui n'ont pas été traitées. Donc, en fait, que les larves sont présentes dans les plants, que le plant soit traité ou non traité, le Matador n'affectera pas les larves qui sont dans les plants. Puis, finalement, qu'il n'y a aucune différence significative au niveau des parcelles témoins puis traitées en ce qui a trait à la santé, autant des racèmes primaires que secondaires, même si on observe une certaine tendance dans les racèmes secondaires. Donc, pour la fin, je suis convaincue que vous auriez aimé avoir les résultats des rendements, mais la récolte vient tout juste d'être faite et les plants sont présentement en train de sécher au champ. Donc, on n'a pas encore les résultats pour les rendements, mais ça devrait suivre sous peu. Donc, c'est déjà tout pour moi. Je tiens quand même à remercier toute l'équipe du Sérum et l'équipe d'entomologie de m'avoir suivi cet été. Puis, il faut vraiment que je donne crédit à Alexis pour son aide avec l'analyse statistique puis les graphiques. Donc, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je suis là pour ça.